Peut-on parler d'un retour des pays de l'AES dans l'espace CEDEAO? La question a été au cœur des discussions entre le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et John Dramani Mahama du Ghana. Au cours de la visite qu'a effectuée récemment le président nouvellement élu du Ghana depuis son investiture en terre ivoirienne chez son homologue doyen de la sous-région, les deux personnalités ont enjoint le retour des pays de l'AES au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Alassane Ouattara a d'ailleurs missionné John Dramani Mahama de convaincre les pays de l'AES de rester. Nous vous faisons confiance pour qu'à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Dixit Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Que peut M. Dramani Mahama? La question sera répondue. On tentera de trouver une réponse au cours de cette édition de For You Matin. Nous fixerons le cap par la suite sur le désamour qui existe désormais entre la Grande-Bretagne et le Rwanda suite aux sanctions à lui infligées par la Grande-Bretagne au sujet de son cautionnement au mouvement rebelle du M23 entraînant la suspension majoritaire des aides financières. Le Rwanda réclame le paiement du solde manquant de l'accord controversé sur l'envoi au Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Projet abandonné l'année dernière en juillet 2024 par le gouvernement de Boris Johnson et dont au moins 280 millions d'euros ont été versés par Londres à Kigali sans qu'aucun migrant ne foule le sol rwandais. Sauf que pour le gouvernement rwandais, il s'agit d'une trahison de la part de la Grande-Bretagne. Que comprendre de cette affaire? Analyse à suivre dans cette émission. For You Matin, édition du 7 mars 2025. Bienvenue à toutes et à tous. Plaisir d'être avec vous pour cette dernière livraison de la semaine de votre production matinale sur les antennes de For You Media Africa, For You Matin. Nous commencerons aujourd'hui avec l'espace CEDEAO. John Dramani Mahama a rendu visite au président Alassane Ouattara au cours de leur rencontre qui visait sur le plan de la coopération et renforcer les liens d'amitié entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les deux dirigeants ont enjoint donc les pays de l'AES de rejoindre la CEDEAO. John Dramani Mahama, se faisant passer pour un pont, a été envoyé à mission par le doyen des chefs d'État de la sous-région, Alassane Ouattara, de convaincre les pays de l'AES que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger au cours de leurs entretiens pour qu'ils restent dans l'espace CEDEAO. Et puis par la suite, nous comprendrons ce qui se passe entre le Rwanda et la Grande-Bretagne après d'avoir donc reçu des sanctions de la part de la Grande-Bretagne parce que son armée accompagne le mouvement rebelle du M23. Kigali aujourd'hui se pose en réclameur d'argent, il faut le dire, pour un accord controversé sur des migrants qui devaient séjourner de leur côté après leur expulsion du côté de la Grande-Bretagne. Sauf que rien n'a été fait jusqu'ici, mais cependant Kigali a reçu 280 millions d'euros évalués et réclame encore près de 61 millions d'euros pour un montant donc de 50 millions de livres sterling. Il y a donc des éléments sous-tendus du côté du Rwanda. On parle de la trahison puisque bien avant, il avait été demandé au gouvernement de ne pas dénoncer cet accord qui était resté pour l'heure inconnu de tous. Tous ces éléments sont donc soumis à la lecture de ce jour à travers la participation de nos invités qui sont avec nous. Nous commençons depuis la capitale belge à Bruxelles. On retrouve donc Henri Atangana qui est avec nous. Bonjour monsieur. Bienvenue. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Je dis bonjour à toute la famille panafricaniste. Je dis bonjour à mes co-contradicteurs, enfin mes co-débatteurs ou mes co-éditorialistes, parce qu'en fait, c'est pas les débats contradictoires qu'on fait, ce sont des analyses de situation. Donc c'est des sortes d'éditorial. Il faut bien préciser le sens de notre présence, parce que sinon on va se mêler les pinceaux. Mais dont mes co-contradicteurs que vous allez présenter, certainement avec beaucoup plus de talent que moi, ça reste quand même votre privilège. Je dis bonjour à tous les panafricanistes, les afrocentristes, les afrocentrés, les kémites et tous ceux qui nous suivent et qui luttent pour la libération totale du continent africain et son indépendance.
Encore une fois, merci de m'avoir invité sur For You Media Africa. Merci à vous, Henri Atangana, d'avoir accepté de nous honorer encore à travers votre présence, oui, comme co-invité qui vous accompagne. Il est seul aujourd'hui. Il s'agit de Triple A, Albert Anatole ici, directeur de publication et puis analyste DP. Bonjour, bienvenue. Bonjour, je salue le doyen Henri Atangana, que j'ai le plaisir de retrouver dans le cadre de cette tribune de conscientisation, d'éducation et géopolitique, j'ai envie de dire. Je salue toute la dynamique kémite et panafricaniste. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire des triplés à l'hôpital de Lobaba. C'est un élément qui a été évoqué. Eh bien, nous y reviendrons ce matin parce que c'est dit d'intérêt dans le sens qu'il s'agit d'une institution hospitalière. Je parle de la crédibilité de l'institution hospitalière et surtout du personnel. Nous y reviendrons. Le prétexte, c'est que dans la foulée de cette actualité, l'Ordre national des médecins du Cameroun a engagé une enquête interne pour déterminer les responsabilités de qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Eh bien, ce rapport a été rendu public hier. Et ce qui va nous intéresser, c'est quelques éléments. Il est important de rappeler, à toute fin utile, qu'en fin janvier dernier, une jeune dame, Madame Kemeni, s'est rendue dans cet hôpital qui est situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala pour y enfanter. Il s'agissait d'une grossesse à risque, d'un avortement tardif par un terme médical. Et malheureusement, l'hôpital n'ayant pas les couveuses appropriées, parce qu'il s'agissait quand même d'une grossesse de 25 semaines avec des bébés qui pesaient entre 600 et 500 grammes. Et malheureusement, elle a perdu ses bébés, s'il faut les appeler comme ça. Et il y a eu beaucoup de tentatives de manipulation de cette enquête. D'abord au niveau de la gendarmerie de Lobaba, qui avait hier rapidement trouvé, n'est-ce pas, des motifs d'accusation contre le médecin qui avait pris en charge la dame au motif d'homicide involontaire. Comme si le médecin était sorti de chez elle le matin et allait tuer, n'est-ce pas, les triplés, les avortons d'une dame qui avait commencé après, n'est-ce pas, la poche des os. Maintenant, revenons sur le rapport de l'Ordre national des médecins qui a été rendu public hier. Eh bien, il y a 3 points vont nous intéresser sur ce rapport. Le premier point, le rapport indique clairement que l'hôpital aurait dû référer cette femme du côté de l'hôpital La Cantinique qui a un meilleur plateau technique. C'est critiquable ce point parce que nous avons mené cette enquête parce que la dame a perdu, lorsqu'elle arrive à l'hôpital de Lobaba, elle avait perdu la poche amniotique. On appelle généralement la poche des os. La poche des os était déjà percée. Il fallait parer au plus précis, sauver les bébés et sauver, n'est-ce pas, la vie de la dame. Puisque justement après la délivrance, elle a fait un choc qui a nécessité une prise en charge rapide. Et l'Ordre national de médecins le sait. En ce qui concerne, le même rapport indique qu'il n'y a pas de couveuse, n'est-ce pas, à l'hôpital de Lobaba, ce qui est absolument faux, puisqu'il existe des couveuses, mais pour certains types de bébés, de prématurés, et non pour les fœtus, n'est-ce pas, qui font 25 semaines, c'est-à-dire moins d'1 gramme. Et je crois que c'est à 600 grammes et plus 500 grammes, nous avons le sentiment que ces enfants étaient condamnés, déjà à mort. Donc, il faut donc déjà évacuer rapidement cette contre-vérité. Il existait bel et bien des couveuses, mais sauf que le rapport de l'ONC aurait dû préciser qu'il n'existe pas à l'hôpital de Lobaba des couveuses, n'est-ce pas, destinées à ce type de bébé qui peut n'est-ce pas, qui a un tel poids. La troisième contre-vérité qu'il faut rapidement évacuer également, c'est que l'Ordre national des médecins indique clairement qu'il y a eu une négligence du personnel qui n'a pas fait preuve de professionnalisme. Je viens de vous indiquer clairement que cette dame a fait un choc après la délivrance. Je pense que si ce personnel médical n'avait pas fait preuve de professionnalisme, la déferlante de tribalisme, parce qu'il faut quand même le dire. Il faut dire les mots, vous savez que moi, quand je dis les choses... Vous êtes assez clair. Voilà. La déferlante tribaliste qu'on a connue aurait connu une autre ampleur. C'est-à-dire qu'elle a fait un choc, il a fallu sauver la vie de cette femme. Et ça a été fait. Donc, il y a eu des comptes avant son rapport, il y a eu des réunions de crise entre
le top management de l'hôpital et les représentants de l'Ordre national de médecins du Cameroun. Alors, nous sommes donc surpris, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, de la tonalité de ce fameux rapport, qui, de notre point de vue, est biaisé. Merci pour l'invitation. Merci à vous, DPA. Ici, cela amène quand même à beaucoup d'interrogations, puisque non loin de nous porter en défenseur de cette formation hospitalière, nous avons assisté à un cas récemment où une consoeur avait son enfant qui a failli y perdre la vie suite à un abcès qui s'était développé d'une autre manière au niveau des intestins. Mais la façon avec laquelle la prise en charge a été faite de manière pressante de ce côté, mais surtout le suivi, alors qu'il ne disposait pas tous ces moyens, le directeur avait consigné presque la quasi-totalité du département de la chirurgie pour prendre soin de cette fille. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu que les choses sont bien passées. Donc, comme pour signer qu'il y a certainement anguille sous roche sur cette affaire. Nous revenons donc au sujet d'accueil qui nous intéresse au cours de cette édition de For You Matin. Des pays, si vous allez garder la parole, Alassane Ouattara envoie John Dramani Mahama de convaincre les pays de la CEDEAO de rester au niveau, j'ai dit les pays de l'AES de rester au niveau de la CEDEAO. La question que je voudrais vous poser, vraiment, je voudrais aller de manière très claire. Il y a un mot sur ce que le président Ouattara a eu à souligner, c'est ce mot, c'est rester. Je reviens sur les propos. Nous vous faisons confiance pour qu'à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Rester. Ce qui voudrait dire que, pour la mémoire collective, il y a eu la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO, CMT acté, puis CMD à la charte du Ptako Gourma. On attend que la confédération soit totale et complète. Mais pour le président Ouattara et peut-être pour ses conseillers, l'ensemble de son gouvernement, le Mali, le Burkina Faso et le Niger demeurent toujours dans l'espace de la CEDEAO. Je voudrais bien comprendre, CEDEAO veut dire Afrique de l'Ouest ou CEDEAO, c'est une organisation, comme l'AES aujourd'hui est devenue une organisation? Je voudrais terminer votre phrase, parce qu'il y a quelque chose qu'il a dit plus loin. Il a dit, nous allons les aider à lutter contre le terrorisme. Plus loin, dans la même phrase. Alors, écoutez, il y a 4 choses à dire. La première, c'est que Alassane Dramane Ouattara, et je crois qu'il est encore sur la planète Mars. Il n'est pas revenu sur la planète Terre pour constater la réalité irréversible de la rupture entre les pays de la... Je parle de la rupture de l'institution CEDEAO avec les pays de l'AES. Je crois que les révolutionnaires de cet espace confédéral ont été clairs lorsqu'ils sont sortis de la CEDEAO. Ils ont évoqué 2 choses. La première, la CEDEAO n'est plus une organisation des peuples et elle n'a pas fait preuve de solidarité dans la lutte ni contre les peuples de l'AES, ni dans la lutte contre le terrorisme. Vous pouvez rechercher ces éléments de langage, n'importe où vous les retrouvez. La deuxième raison, c'est que vous avez les ingérences étrangères. C'est l'une des raisons majeures également qui motive les pays de la sortie de ces machins-là, comme nous l'appelons. La troisième raison qui est également majeure, c'est l'implication de la CEDEAO dans un projet d'intervention militaire au Niger avec le soutien d'une puissance par usurpation qui s'appelle la France pour aller sauver le soldat Bazoum. La quatrième chose qu'il faut indiquer, c'est que lorsque ce projet a été acté, et qui a été le commandant en chef du projet? Le commandant en chef dans l'espace ouest africain, c'était Ouattara. Nous avons vu le balai diplomatique qui s'est opéré entre Abidjan et Abuja dans l'optique, n'est-ce pas, de mettre en place le nécessaire pour une intervention militaire au Niger. Comme j'ai l'habitude de le dire,
la plupart des crises se terminent toujours là où elles auraient dû commencer. C'est-à-dire autour d'une table. Mais sauf que là, dans le cadre de la CEDEAO, il s'est fait tard. Mais alors, très tard. Maintenant, dans l'analyse, il faut quand même constater que le nouveau dirigeant ghanéen est le premier et le second médiateur que la CEDEAO, au travers de Ouattara, envoie après le président sénégalais, Diomaye Faye, dont on attend sur le rapport sur les démarches qu'il aurait engagées dans l'optique de ramener le pays de l'AES à la case départ qui s'appelle la CEDEAO. Mais sauf que, comme ça se passe dans l'espace francophone, nous ne serons jamais au courant de ces rapports, ni ce qui s'est passé. Deuxième élément d'analyse, on ne sait pas trop bien s'il s'agit d'une visite d'amitié, non, de travail officiel que le nouveau président ghanéen a effectué du côté de la Côte d'Ivoire cette semaine. Mais toujours est-il que, n'est-ce pas, il a été missionné pour gérer un dossier délicat qui s'appelle l'AS, c'est-à-dire le retour de l'AS, n'est-ce pas, au sein de la CEDEAO. Je pense que nous avons l'habitude de le dire dans le cadre de nos analyses lorsque nous parlons de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est-à-dire l'objet de la CEDEAO a été dévoyé. La CEDEAO n'était pas une organisation politique au départ. La CEDEAO, c'était une organisation économique. C'est une communauté économique, un espace économique, mais dont les objectifs ont été dévoyés du fait de l'infiltration d'une puissance étrangère qui s'appelle la France et avec ses alliés de l'Union européenne. Du coup, la CEDEAO s'est permise, n'est-ce pas, de beaucoup de gérance dans les affaires internes des pays membres, notamment en ce qui concerne les contradictions internes, lui donnant la latitude, un mandat non écrit, de s'occuper, de s'engager dans les affaires politiques. Qu'est-ce qui est reproché au pays de l'AES? Le coup d'État. Ils appellent ça le coup d'État. C'est ce que nous appelons les révolutions. Mais M. Ouattara oublie que lui, c'est un produit, lui, c'est un putschiste. M. Ouattara, il faut le dire clairement que c'est un putschiste. Un double putschiste. D'abord en 2010, je crois que ce n'est pas, n'est-ce pas, M. Sarkozy qui va nous démentir que, en réalité, M. Ouattara n'a pas gagné l'élection présidentielle 2010 en Côte d'Ivoire. Le second push, je crois c'est en 2020, lorsqu'il décide, lui-même décide de son propre chef de se retirer de la scène politique, et on ne sait pas trop par comment, Isha Nabi dit que non, il n'y a personne en Côte d'Ivoire ni dans son propre parti qui puisse le remplacer parce que lui, il est omniscient. Du coup, il a dévoyé la Constitution, la loi fondamentale, qui ne lui permettait pas de briguer un énième mandat. C'est le second push. Alors, quelle légitimité, lui et M. Ouattara, pour demander à un président légitime et légitimement élu, ça ne dit pas du président ghanéen, de demander aux putschistes comme lui, puisque c'est comment qu'ils les appellent, de retourner à la CEDEAO. Ils ne sont plus des putschistes. C'est une question fondamentale. La deuxième chose qu'il faut clairement établir ici, c'est quoi? C'est que la CEDEAO n'est plus la CEDEAO des peuples. C'est devenu un syndicat des chefs d'État, de certains chefs d'État, très clivé de préférence vers la France ou l'Union européenne. Et dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et d'autres menaces asymétriques dans le Sahel, on n'a jamais vu la CEDEAO bouger le petit doigt. Mais avant les questions d'ordre asymétrique, avant les problématiques d'ordre asymétrique, il y a eu plusieurs événements du coup de la CEDEAO, notamment les agressions de puissances étrangères. On n'a jamais eu, les observateurs n'ont jamais vu la CEDEAO lever le petit doigt. Par exemple, nous retournons en Côte d'Ivoire. La France, qui vient bombarder les civils ivoiriens, nous sommes en 2002. C'est de l'aviation, nous sommes dans l'opération, dans le cadre de l'opération Licorne. La France qui vient tuer les civils ivoiriens sans aucune conséquence. La CEDEAO n'a pas bougé son petit doigt. La crise post-électorale, s'il faut appeler ça comme ça, de 2010, la France revient encore.
tuer des millions d'Ivoiriens, bombarder le marqueur des institutions de la République ivoirienne, c'est-à-dire le palais présidentiel, la CEDEAO n'a rien dit. Et aujourd'hui, Ouattara estime que la CEDEAO a les moyens de pouvoir aider la CEDEAO, n'est-ce pas, à combattre les menaces asymétriques. Nous sommes chez les fous. Troisième chose qu'il faut indiquer, je pense que les raisons sont à la fois d'ordre géopolitique et d'ordre économique. Vous savez que l'AES, c'est un grand espace. Parce que désormais, donc, M. Ouattara se préoccupe de l'avenir des peuples de l'espace communautaire ouest-africain. Dans son propos, il reconnaît qu'il y va, dès qu'il y va de l'intérêt, n'est-ce pas, des peuples de la CEDEAO. Pour ces raisons, il met donc en mission le nouveau président ghanéen pour qu'il convainc les révolutionnaires, nos révolutionnaires, de retourner là où ils ont la porte. C'est là où les choses ne marchent jamais, si vous pas la tête. Eh bien, quand quelque chose ne marche pas, ça ne marche pas. L'AS aujourd'hui, ce n'est pas le bavardage. L'AS, c'est les actions. Les lignes bougent. On ne se réunit pas pour rien. On se réunit pour travailler, pour prendre des décisions, pour réfléchir sur l'avenir de la communauté, de la confédération, si vous voulez. Là, c'est un grand espace économique. Je crois que le marché de l'espace économique là, c'est minimum actuellement 80 millions de consommateurs. Là, c'est également des matières premières stratégiques. Là, c'est donc un marché. Là, c'est également des ressources stratégiques. Là, c'est également une force géopolitique. Là, c'est désormais donc également une force géostratégique. La preuve, c'est que la plupart ont des partenaires stratégiques tels que la Russie, l'Iran, la Turquie, la Chine. Bref, il y a des choses qui se mettent véritablement en place de ce côté. Ils ont désormais un passeport officiel, bien que ça fasse n'est-ce pas, ça crée des problèmes du côté de l'oppresseur qui s'appelle la France. Ils ont un passeport, ils ont décidé, n'est-ce pas, d'ouvrir leur espace à la communauté. Ça veut dire que désormais, ceux qui ont des problèmes en Côte d'Ivoire, comme c'est souvent le cas, très souvent le cas, si vous avez des problèmes d'investir du côté de la Côte d'Ivoire, vous traversez tout simplement du côté du Mali, du Niger, du Burkina Faso, vous venez investir. En plus, du côté de l'AS, nous voyons des choses se mettre véritablement en place, c'est-à-dire désormais, cette rupture qui s'est opérée avec l'ancien colonisateur a permis la réappropriation de l'exploitation des matières premières de ces pays. Désormais, vous avez des industries extractives qui sont fonctionnelles et qui permettent à ces pays de capitaliser n'est-ce pas, leurs ressources naturelles. C'est un plus donné de manière gracieuse à une puissance prédatrice, comme c'est le cas de l'uranium du Niger, comme c'était le cas n'est-ce pas, de l'or du côté de Burkina Faso, du pétrole, entre autres, du coton, du côté du Mali, entre autres. Donc, désormais, vous avez des projets. Vous avez des projets. Et en plus, la CEDEAO parle de... M. Ouattara parle de permettre à ces pays d'aider ces pays à lutter contre le terrorisme. Bon Dieu, je crois là, comme j'ai dit, nous sommes chez les fous. Au moment où la CEDEAO laisse la France arriver au Mali en 2013, n'avait-elle pas les moyens de pouvoir aider ce pays spécifiquement à lutter contre le terrorisme? Que non. Mais lorsque M. Bazoum a été débarqué le 26 juillet, je crois, 2023, la CEDEAO a eu les moyens en 2024 d'opérer une intervention, d'effectuer une intervention militaire au Niger. Donc elle a eu des moyens opérationnels, elle a eu les moyens humains, elle a eu les moyens financiers pour véritablement opérer, engager une intervention militaire contre un pays frère, comme lui-même le dit. Oui, c'est une contradiction majeure que moi je trouve inacceptable. Je pense que là nous sommes... Et en plus, c'est des idéologies différentes. La CEDEAO, c'est la francophonie, notamment
La France-Afrique, si vous voulez, la France-Afrique, c'est-à-dire la plupart de ces trucs-là qui forment ces machins, ce sont des France-Africains, comme M. Ouattara, qui a dit clairement qu'il il doit tuer la France. Alors, quand vous devez tuer la France, ça veut dire que vous ne faites plus partie des projets africains. Vous ne faites plus partie des projets africains. Lorsque vous devez tout à une puissance étrangère, ça veut dire que lui est redevable. Du côté de la Est, nous avons affaire à des révolutionnaires qui ont la préoccupation des intérêts de leur peuple et de l'Afrique. Je pense que là, c'est le plus important pour les panafricains que nous sommes. Merci à vous pour ce premier jet, Anatole. Ici, Henri Tangana, il y a un fait qui fait un peu rire. Je l'ai dit comme ça parce que rire, ça renvoie un peu au sourire selon un peu l'attitude ou la posture dans laquelle je me trouve. Je posais la question au DP à ici tout à l'heure, si vraiment la CEDEAO, j'allais dire à l'Afrique de l'Ouest, c'était uniquement la CEDEAO ou il pouvait également avoir une autre organisation du moment où le président Ouattara a demandé qu'ils doivent rester. Pourtant, nous savons clairement que la CEDEAO, il a dit les pays de l'AES sont sortis de l'espace CEDEAO. Maintenant, je voudrais toujours sur les mêmes propos du président Ouattara, c'est là aujourd'hui que vous puissiez intervenir. Nous vous faisons confiance pour qu'à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que dans ces propos du président Ouattara, il ne reconnaît pas de manière subtile ou sous-tendue que véritablement la CEDEAO ne vaut rien, ou sinon le Mali, le Burkina Faso et le Niger faisaient un poids à la fois d'espace démographique et même sur le plan de la superficie, la force de la CEDEAO? C'est une question à double volet. Et par la suite, y a-t-il pas une forme de crainte derrière cela que peut-être l'AES, du moment où elle est en train de se former avec les éléments de souverainisme qui sont en train d'être mis en place, d'autres pays de l'espace CEDEAO puissent lorgner. Nous avons peut-être le cas du Togo qui avait été un peu poussé et du Tchad notamment. Il craint véritablement que la CEDEAO soit en train de vivre son déclin. Oui, oui. En fait, je vais regarder ça sous plusieurs angles. Le premier angle, c'est se demander, quand on analyse les propos du président Ouattara, quelle est la part de vérité dans ce qu'il dit? Quelle est la part de ce en quoi il croit? Quelle est la part de ce qui est propagande? C'est-à-dire, en fait, le président Ouattara est un monsieur qui brille par le jeu, ce que j'appelle la politique politicienne. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous écoutez ses propos, d'abord, il est en train de dire que la CEDEAO ne sert à rien sans les pays de l'AES. On pourrait se dire ça, c'est-à-dire que si les pays de l'AES ne reviennent pas, la CEDEAO devient une coquille vide. Mais le seul problème, c'est que c'était d'abord quoi la coquille de la CEDEAO? N'était-elle pas une coquille vide? Pas tellement vide pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est une institution, la CEDEAO, comme toutes les institutions qui ont été créées après les indépendances, par lesquelles le colon a essayé de continuer à piloter les pays africains. C'est déjà la base. Si vous ne comprenez pas ça, ben, vous allez passer à côté de la réalité. C'est pour ça qu'il faut expliquer aux gens ce que c'est que la CEDEAO. Et moi, la CEDEAO me rappelle, ça c'est une petite excursion, vous souvenez, pour le Cameroun en l'occurrence, ou pour beaucoup de pays africains, les traités que les colons faisaient sur les comptoirs coloniaux. C'est-à-dire qu'en fait, on vient, on vous dit qu'on a signé un traité avec votre pays, et en l'occurrence, comme ce n'étaient pas des pays sous leurs yeux, ils vont dire qu'ils ont signé des traités avec les chefs douala côtiers qui ont permis leur implémentation. Et après, ils évoquent ces traités-là pour rester. Il faut bien rester quelques instants sur ces traités-là. Est-ce que ces traités disaient qu'on devait être colonisé? Est-ce que ces traités disaient qu'on devait être esclavagisé?
Est-ce que dans ces traités, parce que bon, quand ils signent ces traités, voilà, la colonisation, l'esclavage, est-ce que ces traités disaient ça? Non, ces traités ont été des outils. Et en plus, ces outils qui sont que des traités, ils arrivent, ils les appliquent à des gens qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un traité, ce que c'est qu'un accord. Et comme on débat souvent, c'est très, très africain, les Africains aiment dire, nous avons signé des conventions. Dans le monde international, c'est quoi une convention? Vous n'avez pas un tribunal international, vous n'avez pas une instance internationale. Une convention, c'est un accord bilatéral ou multilatéral dans laquelle chaque partie peut la dénoncer quand elle veut. Nous allons revenir dessus quand nous allons sur le second sujet pour la convention qui liait le Royaume-Uni au Rwanda. Très bien. Donc, la France va créer, d'ailleurs, la CEDEAO, qui, comme par hasard, a ses vis-à-vis, je ne sais pas comment appeler ça, ses frères miroirs, la CEMAC, et qui vont avoir quelque chose de très spécifique, c'est que c'est des espaces qui sont en réalité des espaces, au début, on va dire aux gens, ce sont des espaces économiques. Mais si je vous demande quel est le contenu de ces espaces-là, vous aurez du mal à me définir. Si je vous dis maintenant, mais c'est quoi le but de la CEDEAO? Vous allez entendre des propos politiciens comme ceux de M. Ouattara. C'est pour que les pays frères restent unis. Oui, mais d'accord, on ne crée pas une institution à ce niveau pour faire du blablabla. Et même si c'était le cas, les buts, les objectifs ont-ils été atteints depuis que la CEDEAO a été créée? Quels étaient les buts? Quels étaient les objectifs? Est-ce qu'ils sont atteints? Mais quand vous créez une institution qui n'a pas atteint ses objectifs, il y a lieu quand même de se poser la question, soit de la réformer, soit de la dissoudre. Du moment où il y a des pays qui disent que, écoute, nous, on ne trouve pas notre compte là, d'abord parce que les institutions, on ne sait pas à quoi ça sert, c'était économique, c'est-à-dire que beaucoup de gens pensaient que c'est des institutions pour pouvoir doper l'économie sous-régionale. Et après, on s'est rendu compte que ce n'est plus économique, c'est politique. Après, ce n'est pas seulement politique, c'est militaire. Tout le monde se souvient avec les velléités de formation d'une armée pour aller faire la guerre au pays de l'AES, un comble. C'est comme si des pays de l'Union européenne se mettent ensemble pour aller faire la guerre à un autre pays de l'Union européenne. Donc, en réalité, nous sommes là dans un flou artistique total. Ce qui est sûr, c'est des instruments avec lesquels les colons voulaient contrôler les pays. C'est-à-dire ce sont des instruments de néocolonisation. Exactement comme je parlais des traités où on est venu nous esclavagiser, nous coloniser avec des traités qu'on avait signés, sans qu'on ne se rende compte que ce sont des traités de soumission. Là aussi, on a des instruments de soumission. Et exactement comme pendant qu'on se battait pour sortir de l'esclavage, certains Noirs aux États-Unis disaient « Pourquoi vous voulez sortir des esclavages ?» Mais nous sommes Noirs, donc esclaves. Parce qu'après des siècles d'esclavage, on finit par penser que sa nature de Noir est une nature d'esclave. C'est exactement comme ça que pendant les luttes contre les décolonisations, certaines personnes ont pensé que nous sommes colonisés et que nous avons besoin de maîtres. C'est comme ça qu'on a tué tous ceux qui voulaient les indépendances pour garder ceux qui n'en voulaient pas. Et ça, la référence se retrouve dans l'ouvrage de Guy Georgi, dont je n'invente pas. C'est un administrateur français installé au Cameroun qui dit « Nous avons tué ». J'invente pas, vous allez lire les mémoires de Guy Georgi. Il dit « Nous avons tué tous ceux qui voulaient les indépendances pour mettre en place ceux qui en voulaient le moins ou qui n'en voulaient pas ». Je rappelle en passant que M. Amadou Ahidjo ne faisait pas partie de la lutte des indépendances, le premier chef d'État du Cameroun indépendant. Donc, nous avons alors, je fais le parallèle, pour ceux qui ne comprennent pas, je sais qu'il y en a qui captent pas très vite, avec M. Ouattara, qui est le produit même de la France-Afrique. Vous voyez très bien qu'il ne se demande même pas ce que c'est que la CEDEAO. Il ne s'est jamais demandé quels sont les objectifs. Il ne s'est jamais demandé si ces objectifs sont atteints. On sait qu'il joue le rôle, piloté par l'impérialiste, de ramener
ceux qui veulent se libérer dans le giron du néocolonialisme. Et dans ce giron du néocolonialisme, vous avez un facteur essentiel qui est d'abord le facteur monétaire, avec lequel on veut contrôler l'espace de la CEDEAO. Vous allez me dire, oui, je sais, ceux qui vont me dire que ben non, le Nigeria n'est pas sous le franc CFA. On oublie quand même qu'il y a eu des tentatives de demander à tous ces pays d'avoir la même monnaie. Et que cette même monnaie était à l'image du franc CFA. C'est ça qu'on voulait faire. Parce qu'une façon de contrôler un peuple, c'est de contrôler sa monnaie. D'ailleurs, il n'y a qu'en Afrique où des peuples vivent avec une monnaie contrôlée par d'autres pays. Le pire, c'est que je n'ai jamais vu au Cameroun quelqu'un qui est pauvre aller dire à M. Macron, écoutez monsieur, c'est vous qui gérez notre monnaie, c'est vous qui gérez nos devises. Comment moi, je n'ai pas d'emploi? Ça, c'est l'art du néocolonialisme. Vous vous adressez à qui? À M. Biya qui ne gère pas notre monnaie. Le trésor français n'est pas logé au Cameroun. Donc, il a les mains liées pour faire une politique. Il va faire la politique avec ce qui lui reste. C'est-à-dire que ce que la France veut bien nous céder, les miettes qu'elle veut nous céder de tous nos avoirs déposés chez elle. Il y en a qui expliquent que ça n'explique rien. Bon, voilà, vous savez, il y a toujours des gens pour expliquer le contraire de ce que les autres pensent. Ça, on a l'habitude. Le plus important, ce n'est pas ce qu'on explique, ce sont les éléments matériels objectivables qu'on met sur la table. Parce que dire oui ou non, voilà. Il y en a qui sont des colonisés heureux. Alors, vous voyez, donc, M. Ouattara qui a tenté par plusieurs chefs d'État, par le chef d'État sénégalais, donc on ne savait pas très bien ce que lui-même y pensait. Parce que quand vous êtes chef d'État et que vous allez convaincre un autre pays de revenir à la CEDEAO, ça veut dire que vous êtes convaincu vous-même que rester à la CEDEAO est une bonne chose et que vous êtes convaincu que vous êtes satisfait du mode de fonctionnement de la CEDEAO. Mais tiens, si je demandais à M. John, le président, parce que s'il est chef d'État, je lui dois du respect, au président John Dramani Mahama, de me faire le bilan des avantages de la CEDEAO. Quand je dis bilan, je ne dis pas le bilan poétique. Parce que le bilan poétique veut dire qu'il y a des avantages économiques. Ben oui, mais lesquels? Il faut qu'on nous liste ça. Quels sont les objectifs? Est-ce qu'on atteint les objectifs? J'ai l'impression que M. Mahama aura beaucoup de mal à nous dire quels sont les avantages de la CEDEAO. Avec toutes les crises sous-régionales, la CEDEAO n'a jamais réagi d'une façon ou d'une autre. Elle n'est pas à l'image de l'ONU. C'est un espace qu'on veut contrôler. Et on a contrôlé cet espace. L'origine même de la CEDEAO est l'Union monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Je vous dis qu'ils vont de pair, même si vous ne voyez pas, ils vont de pair. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le franc CFA de l'Afrique centrale n'est pas le même à l'Afrique de l'Ouest. C'est coupé. Pourtant, ce serait le même franc CFA. Mais pourquoi? Parce que quand vous quittez le Cameroun et que vous voulez aller en Côte d'Ivoire, vous êtes obligé de passer par une opération de change. Ben oui, même si on appelle les deux francs CFA, vous faites du change pour pouvoir utiliser la monnaie de là-bas. Et qu'est-ce que c'est qu'une opération de change? C'est une opération, vous payez les transactions et vous payez les frais de change. Qui gagne? Vous payez à qui? Mais vous payez aux propriétaires du franc CFA. En réalité, on a coupé ces régions-là c'est-à-dire que les gens veulent, les Africains veulent communiquer, mais pour que la France y tire beaucoup d'intérêt. Parce qu'avant, c'était le même franc, pour ceux qui ne comprennent pas. Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et le franc CFA de l'Afrique centrale était le même. Donc, quand vous alliez en Afrique de l'Ouest, que vous ayez 1000 francs de l'Afrique de l'Ouest, ceux qui sont jeunes ne savent pas. Quand on avait un billet de 1000 francs au Cameroun, on voyait l'Afrique de l'Ouest, on l'utilisait. Donc, c'était les mêmes monnaies. Mais alors, pour que le colon continue à nous pomper de l'argent, il a imposé la séparation des deux zones monétaires. Donc, ces institutions ne sont que des outils pour mettre en œuvre toutes ces politiques-là. J'ai donné un exemple de politique monétaire. Le but de la CEDEAO, c'est de créer une zone monétaire à part et la CEMAC d'une zone monétaire à part, mais c'est l'impérialisme qui contrôle les deux. Et vous, monsieur tout le monde, vous ne vous rendez pas compte que le jour où on prend la décision que le franc de l'Afrique de l'Ouest n'est plus utilisable directement au Cameroun et que le franc du Cameroun n'est plus dans une autre zone, pardon, hein, je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire là que je confonds la zone monétaire et la CEDEAO. Je ne confonds pas, parce que le but est le même. La finalité est la même.
Ah voilà. Vous ne vous rendez pas compte qu'on est en train juste de vous taxer un peu plus. Moi, j'étais jeune, il y avait les francs CFA de l'Afrique de l'Ouest au Cameroun qui circulaient, mais ça ne circule plus. Mais le jour où on a arrêté de faire circuler ça, quels sont les Camerounais qui ont compris que c'est pour que l'impérialiste, propriétaire du franc CFA, gagne beaucoup plus? Parce que toutes les transactions sont taxées. Qu'il a un meilleur contrôle de ces zones, qu'il a un meilleur contrôle des flux financiers dans ces zones-là. Donc, qui nous contrôle? Et c'est très, très dangereux, parce que lui, il peut décider que s'il coupe le robinet du franc CFA, vous avez faim. Si vous avez faim, vous brûlez votre pays. Donc, ces institutions ne servent qu'à nous maintenir dans le néocolonialisme. Et ceux qui veulent y rester sont des néocolonisés convaincus, ou alors, très, très souvent, ceux à qui on a ouvert quelques comptes dans les paradis fiscaux quelque part, et qui se moquent pas mal de ce que les peuples pensent, et qui se disent, moi, je suis chef d'État, je voyage en jet privé. De toutes les façons, ça, mon peuple, c'est fait de petits Africains qui vont souffrir, mais moi, quand je serai malade, j'irai me soigner là-bas. Quand j'aurai faim, j'irai dormir là-bas, j'irai là-bas. Voilà, donc mon peuple, c'est du bétail. Parce que les nouveaux dirigeants, après les colonisations, sont des colonisateurs à la peau noire. Et c'est comme ça que les colons leur parlaient, les colons leur disaient « Mais pourquoi tu t'occupes de ton peuple? C'est des indigènes. Toi, tu es un indigène évolué. Toi, tu dépasses là. » Et très souvent, c'était par le diplôme qu'on faisait ça. Bon, mon grand-père avait le document d'indigène évolué. L'indigène évolué, c'était l'indigène qui dépassait les autres indigènes qui avaient accès au quartier des Blancs à une certaine heure. Mon grand-père avait ça. Donc, c'est comme ça qu'on nous a appris à mépriser nos propres frères. D'ailleurs, quand vous regardez, la police néocoloniale est la même police qui brutalise les gens. Entre parenthèses, il y a un mouvement, moi je n'en parle pas, parce que je ne leur fais pas la publicité. Donc, très bien. Donc, cette police va brutaliser les autres. On va respecter. Et très, très souvent, qu'est-ce qui fait nous, les jeunes évoluer? C'est pour ça que vous voyez la diplômite en Afrique. Les gens qui très, très souvent disent « j'ai tel diplôme ». Et le jour où il a son doctorat, mais si vous regardez sur son CV, il y a 2 lignes. Peut-être même il ne s'est jamais assis devant une directrice des ressources humaines pour chercher un emploi. Peut-être qu'il n'a même jamais, il ne sait même pas comment une société privée fonctionne. Mais il vous donne des leçons. Vous avez envie de lui dire, mais attendez, vous parlez à qui là? De quoi? Je veux dire. Très bien, c'est la mentalité postcoloniale qu'on nous a donnée. Et c'est ça, quand vous avez des chefs d'État comme Ouattara qui ne sont pas sortis de ces mentalités. Et il y a M. Mahama, je pense, lui, il ne s'est pas encore posé des questions. J'espère qu'il va nous écouter. Il se pose la question, c'est quoi la CEDEAO? Quel est son but? Quels sont ses objectifs? Est-ce que les objectifs ont été atteints? En demandant à ceux qui veulent leur souveraineté de revenir, ils recherchent quoi? Bon, maintenant, si on se limite à faire du blablabla, des mots, oui, c'est l'unité des peuples africains, blablabla. Mais quand une institution a des objectifs, a des buts, si ces objectifs et ces buts ne sont pas atteints, l'institution ne sert à rien, ça devient du folklore. Mais il y a des objectifs géopolitiques, ceux qui manipulent l'institution, et il y a le peuple. Je sors par là. Merci à vous, M. Atangana. DP, puisque ça, c'est le dernier tour pour sortir de notre sujet d'accueil. On espère que l'on ne sera pas long, ni vous, ni même Henri Atangana. On sait de manière très claire que John Dramani, peut-être, il s'est senti d'une manière ou d'une autre proche un peu des pays de l'AES, puisque c'est ce dernier qui les a invités, d'ailleurs, à prendre part à son investiture. Le Burkina Faso a été représenté personnellement par son chef d'État, le président de la tradition, capitaine Ibrahim Traoré. Du côté du Mali et du Niger, ce sont les premiers ministres qui ont été envoyés. Ali Zayn, il y a également aussi Abdoulaye Maïga en lieu et place des dirigeants. Il y a eu une rencontre même entre chefs d'État ghanéens et burkinabé. Le président Dramani a semblé montrer de l'intérêt vers ses dirigeants ou ses pays frères à travers notamment leurs actions de la quête de la souveraineté. Mais il y a que, quoi qu'ils se disent être le pont et attendre qu'il y ait une démocratie constitutionnelle de ce côté, il reçoit quand même une sorte de mandat du président Ouattara. Aujourd'hui, quelle peut être l'approche
que pourrait utiliser le président Dramani Mahama? Est-ce que l'estime qu'il dégage ou qu'il a des pays de l'AES va-t-il se faire ressentir? Est-ce que peut-être l'accueil pourra-t-il être le même? Parce que là, maintenant, il reçoit un mandat. Va-t-il venir véritablement les convaincre ou devrait-il peut-être les encourager à aller dans un sens plutôt d'ouverture pour une collaboration? Puisque l'AES, au cours d'une réunion récemment, le 22 février, s'était rendue ouverte à pouvoir collaborer avec la CEDEAO. Et un point très important, ce président ghanéen, au cours donc du 68e anniversaire de l'indépendance du Ghana, qui était le 6 mars, donc jeudi, il a eu à accuser les États-Unis d'être auteur du coup d'État de Kwame Nkrumah, le leader du panafricanisme en Afrique. Cela démontre quand même la hauteur de la personne. Mais quand il se retrouve dans des situations comme celle-là, quelle peut être la suite de la posture qu'il pourra adopter? Mais écoutez, il y a deux choses à dire. La première, nous sommes dans les usages diplomatiques. Et chacun est libre de dire ce qu'il veut dans le champ diplomatique. Lorsque vous parlez de mandat, je voudrais savoir quel est le statut légitime de celui qui a mandaté le président ghanéen à engager une approche collaborative ou bien de médiation avec les pays de l'AES. M. Ouattara n'est pas président de la commission de la CEDEAO, à ce que je sache. Il n'est pas non plus, n'est-ce pas, le président de l'Union européenne. C'est pas, bon, ici prévaut le statut du doyen du chef d'État. Si ce n'est qu'à ce titre, ça ne marche pas. Ça devrait être une raison suffisante pour que sa requête, c'est ça qu'il faut dire, que sa requête soit jetée dans la poubelle. Parce qu'il fait partie de la vieille garde politique. Si déjà dans son propre pays, il estime qu'il est le seul caïman dans un marigot qui a plusieurs autres caïmans, il y a un problème. Il a estimé dans son propre pays que Laurent Gbagbo, lui et Henri Konan Bédié doivent sortir du champ politique pour laisser la place aux jeunes. Mais pourtant, lui, il est encore là, il va encore certainement se présenter à la prochaine élection qui se présente, qui est prévue pour cette année 2025. La deuxième chose, il s'adresse à un chef d'État qui est le descendant, qui est descendant des révolutionnaires. Parce que le Ghana, c'est quand même le terreau de la révolution panafricaine, au travers de Kwame Nkrumah, entre autres. Pas seulement, après Kwame Nkrumah, on a eu James Reagan. Il était à l'image des dirigeants de la DAS, mais un démocrate, plus démocrate que M. Ouattara, et qui a construit le Ghana moderne. Je suis relié. Et je crois que le président Dramani ne peut pas oublier cette séquence de l'histoire ghanéenne. En fait, Ouattara va profiter de la proximité du nouveau président ghanéen avec le président burkinabé pour chercher à pêcher un autre trouble. C'est ça qui est la question. Tout à l'heure, je vous faisais comprendre que la CEDEAO et là, ce n'est pas la même vision. Ce n'est pas la même philosophie. Ce n'est pas non plus la même idéologie. Alors, dans ce qui suppose donc qu'il ne puisse hésiter aucun rapport. Mais par contre, et c'est notre souhait certainement, s'il n'y aura pas d'ambiguïté plus tard, c'est que l'AS maintienne des relations bilatérales avec ces pays frères. Parce que, en fait, notre problème, ce sont les dirigeants qui, pour la plupart, sont des corrompus. Ce sont des vassaux. Or, avec les peuples, il n'y a aucun problème. La preuve, c'est que dans le fameux épisode de 49 mercenaires ivoiriens qui ont été arrêtés du côté du Mali, je crois que l'affaire s'est terminée par une happy end. Pourquoi? Parce que justement, les dirigeants maliens ont pris en compte ces éléments historiques, à savoir que nous avons des frères de part et d'autre de la frontière. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que je crois que M. Ouattara a oublié qui il est. Et c'est maintenant qu'il se préoccupe, n'est-ce pas, de l'avenir du peuple de la communauté ouest-africaine. Mais lorsqu'il s'engageait
lorsqu'ils soutenaient un projet d'intervention militaire de la France de ce côté-là, pourquoi ils ne s'en préoccupaient pas? Dernier élément. Depuis, les pays-là disent que les mercenaires qui sont partis de leur territoire se sont redéployés du côté de la Côte d'Ivoire. C'est un élément de plus pour donner raison aux dirigeants de l'AS à ne pas céder justement aux sirènes de M. Ouattara. C'est-à-dire, vous avez les Américains qui sont redéployés du côté de la Côte d'Ivoire. Désormais, je crois qu'ils vont avoir une base militaire de ce côté. Vous avez des mercenaires français qui s'y trouvent une fois de plus et qui ont encore une base de ce côté, contrairement à ce qui a été raconté devant les caméras de télévision, ils ont encore une base militaire de ce côté. Bon, et vous avez donc ce pays-là qui réunit tous les éléments de contestation, dont le dirigeant réunit tous les éléments de contestation, qui demande aux dirigeants qui veulent se libérer de retourner à l'esclavage, à la soumission, n'est-ce pas? Il faut aller regarder Isaora. Vous étiez encore, je crois que vous ne savez pas encore, c'était un feuilleton qui passait à l'époque à la télévision nationale camerounaise. Ou bien, si vous ne pouvez pas retrouver Isaora, vous allez regarder le film Racine. Également, le film qui passait régulièrement à la télévision nationale. Ça va vous donner la psychologie de M. Ouattara. Lorsqu'on appelle les nègres de maison, les nègres de champ, les nègres de salon et consorts, ça va directement vous donner la psychologie. C'est-à-dire, dans les deux feuilletons que je viens de vous suggérer, vous avez, dans le cas, par exemple, des Racines, vous avez Kitankounte, qui porte un nom africain, qui est une signification de par sa culture. Maintenant, le colon lui dit que tu ne t'appelles plus Kitankounte, tu t'appelles désormais Tobi. C'est-à-dire l'aliénation culturelle. C'est-à-dire on veut effacer sa mémoire de sa culture pour justement l'assimiler. Vous allez du côté d'Isaora, vous avez un autre paradigme, c'est-à-dire vous avez des gens, un nègre qui appelle un autre nègre négro. Parce que lui se croit lui, avec sa peau noire, il estime qu'il est blanc comme son patron. Et qu'il mange comme son patron qui est blanc. On les appelait, je crois, les contremaîtres. Et il fouettait justement ses frères qui voulaient la liberté. Et lui estimait que non, ils n'ont pas besoin de la liberté parce qu'ils mangent bien, ils dorment bien, alors qu'ils sont des esclaves. C'est la psychologie de M. Ouattara. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui a confessé devoir que la France et qui doit tout à la France, et il voudrait donc que tout le monde rentre dans cette psychologie-là. Il a confessé que la Côte d'Ivoire a la propriété de la France et il faudrait que les pays-là rentrent dans cette psychologie. Comme je l'ai dit, que ce soit son narratif, sa posture, ses choix géopolitiques, stratégiques, réunissent des éléments de contestation qui diluent absolument son propos, qui devient, de mon point de vue, inintéressant. Merci à vous, DPA. Ici, Henri Atangana, on va sortir par vous sur ce sujet d'accueil. Aujourd'hui, donc, est-ce que, au regard de ce qui a été dit ici, des propos récents de Henri, j'allais dire d'Albert Aïssing, qui souligne une posture diplomatique quand on est entre dirigeants, on peut prendre des postures, mais est-ce que on peut donc avoir ou bien une idée, une perspective que le président Dramani ferait ce qu'il juge qui est bon
et non forcément ce qu'a eu à souligner le président Ouattara, parce que Jeff bien fait de le souligner, et le DPAI s'y est revenu là-dessus, que le président Dramani semble être une posture d'apprécier notamment les actes de révolution qui sont enracinés au niveau de l'Afrique. Hier encore, 6 mars, au cours du 108e anniversaire de l'indépendance du Ghana, dans son discours, pendant qu'il parlait notamment de la trajectoire, il a souligné que les États-Unis sont auteurs du coup d'État qui avait donc eu dessus raison de Kwame Nkrumah, le père du panafricanisme. Cela porte quand même à voir le type d'homme qui est aujourd'hui aux affaires du côté du Ghana. Et récemment, il avait tenu également un dialogue national sur l'économie en soulignant le fait que l'ancienne administration avait pris près de 20 milliards de cédis. On comprend complètement la trajectoire, la ligne claire qu'il adopte. Ça peut être quoi son approche, le président Dramani? Est-ce qu'il va forcément épouser ce que le président Ouattara a eu à dire, ou, comme je l'ai dit, il fera ce qu'il juge qui est important pour l'avancement des peuples africains, la recherche de la souveraineté? Oui, mais c'est une très belle remarque. C'est une très belle remarque parce qu'en fait, là, vous faites vraiment le travail du journaliste et du reportage, où vous avez vraiment rassemblé tous les éléments qui montrent à peu près la complexité du personnage. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, quand on l'observe, il est très, très difficile de dégager une tendance sur le personnage parce il n'est pas, il n'est pas clair. Mais maintenant, ça peut être une posture diplomatique. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les Africains ont fini par comprendre que les postures diplomatiques claires leur sont toujours fatales. Vous voulez des exemples? Allez demander à tous ces dirigeants camerounais qui ont eu ce type de posture. Et très, très souvent, ça finit par un coup d'État. Il y a plein d'exemples. Hein. Ceux qui sont arrivés, qui ont dit clairement, OK, d'accord, la colonisation, c'est fini. La chicotte, c'est venu. Voilà, vous vous souvenez du discours de M. Lumumba devant le roi belge, qui leur a dit que la colonisation, c'est fini. Le fouet, c'est fini. Parce que les gens n'en parlent pas. La colonisation, c'était nous fouetter à 100 dans les champs de plantation. Le chemin de fer, on les construisait à la main. Il y avait des millions de morts. C'est ça la colonisation. Le chemin de fer, je donne l'exemple de celui du Cameroun que je connais, Mbalmayou Yaoundé. Il se fait que mon grand-père maternel était de Mbalmayou. Donc, je ne peux quand même pas en parler. Hein. Et les Ewondo, de Mbalmayou, des Bassa jusqu'à Douala, ont perdu là des millions de morts pour créer ce chemin de fer. Personne n'en parle. Alors, après la colonisation, il y a donc eu des postures radicales, comme celle de Lumumba, comme celle de Thomas Sankara, voilà. Et ces postures radicales se sont souvent achevées par la mort certaine. Et là, maintenant, on a des chefs d'État dont la posture n'est pas forcément lisible. Est-ce une technique? On ne sait pas. Est-ce... on ne sait pas. On regarde parce que entre accuser les États-Unis d'être responsables du décès tragique de Kwame Nkrumah et aller chez Ouattara dire qu'on veut ramener les pays à l'AES, c'est deux positions totalement contradictoires. Alors, il y a forcément, comme le DP a dit, il y a une posture diplomatique. Ça, c'est clair. Pour l'instant, on ne peut qu'observer. Il y a beaucoup de postures d'ailleurs comme ça en Afrique. Hein. C'est même ça qui a justifié la longévité du chef d'État camerounais, Paul Biya. Moi, j'ai toujours admiré Il a compris d'ailleurs qu'il faut parler peu. Parce qu'aller parler fort avec quelqu'un qui a des armées à tes frontières, qui sont capables de faire des rébellions, tout ça ne sert à rien. Et il a compris qu'avec eux, il faut continuer avec le colon. Ne lui dis pas qui tu es. Ne lui dis pas comment tu penses. Parce que si tu lui dis, il va te faire mal. Et de temps en temps, tu es juste surpris qu'il te rappelle, face à face, quand il n'a plus rien à perdre, ne dure pas au pouvoir qui veut. Dure au pouvoir qui peut.
Et après avoir dit cette phrase qui était presque prémonitoire à M. Hollande, la suite, on la connaît. Pour revenir au sujet, c'est vraiment, il est difficile à lire. On ne peut pas dire que M. Dramani Mahama soit, John Dramani Mahama soit, le président John Dramani Mahama soit très, très lisible là. On ne sait pas quelle est la posture qu'il va prendre. La seule chose qu'on peut faire, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, c'est continuer à observer et espérer qu'il prendra une posture pure et dure, enfin, en tout cas, une posture peut-être pas pure et dure, mais une posture panafricaniste. Mais pour l'instant, il est très difficile à lire. On le lit, on ne sait pas si c'est diplomatique. Qui roule-t-il? Est-ce que c'est sa propre population? Est-ce un néocolonisé assumé qui essaie de se faire passer pour, pour, pour panafricaniste ou afrocentriste? Ou alors, est-ce que c'est un afrocentriste qui n'essaie pas de montrer son vrai visage? On a d'ailleurs une lecture assez similaire vis-à-vis de l'équipe gouvernante au Sénégal, où c'est ambigu. Voilà. Donc c'est difficile à dire, on attend de voir et on analysera avec des éléments nouveaux. Je sors par là. J'ai l'impression qu'il y a un problème de réseau. Vous me recevez toujours? Oui, on vous reçoit. On vous reçoit. Voilà, donc merci à vous, DP. On va aller vers le second sujet directement, le temps bien sûr, parce que la régie nous a signalé quelques éléments. Le second sujet donc nous amène à parler de l'accord sur l'expulsion des migrants vers le Rwanda et Kigali qui réclame 50 millions de livres sterling à Londres, soit près de 61 millions de livres sterling. C'est bien ce qu'il faudrait souligner. Et DPA ici. Selon la dame porte-parole du Rwanda, je vais revenir notamment sur ses propos au sujet de cette affaire qui oppose donc le Rwanda désormais à la Grande-Bretagne. Elle souligne bien entendu que Yolande Makolo, le Royaume-Uni avait demandé au Rwanda de renoncer discrètement au paiement sur la base de la confiance et la bonne foi qui existe entre nos deux nations. Je voudrais rappeler à nos téléauditeurs qu'il y a eu un accord entre le Rwanda et la Grande-Bretagne au sujet que les migrants qui devaient être expulsés du côté de Londres, ces migrants-là devaient être accueillis par Kigali. Un accord avait donc été fait. Dans cet accord, il y a au moins 280 millions d'euros, soit 240 millions de livres sterling qui avaient été versés par Londres à Kigali. C'était piloté par l'ancien Premier ministre Boris Johnson, mais le projet a été abandonné en juillet 2024. Keir Starmer, d'ailleurs, a demandé de ne même pas y penser, sauf que depuis que ça avait été annoncé, aucun migrant n'a foulé le sol rwandais, chose qui a été certainement incomprise. Mais cependant, le Rwanda demande de l'argent, du moins le solde qui reste, 61 millions d'euros, soit 50 millions de livres sterling, avant d'évoquer la question de la trahison. Est-ce que le Rwanda voudrait faire aussi une forme de pression? Est-elle victime ou est-il victime le pays face à cette situation? Qu'est-ce qui est porté réellement comme jeu que le pays du président Kagame voudrait faire dans cette affaire? Écoutez, vous avez du côté du Maghreb la Tunisie qui a dit que anti-migrants, n'est-ce pas, de l'Europe notamment, principalement de l'Italie et de l'Union européenne. C'est-à-dire, chaque année, la Tunisie reçoit au moins 120 millions d'euros pour bloquer justement les mouvements des migrants subsahariens. À l'inverse, dans sa politique anti-migrants, le Royaume-Uni a décidé, enfin le prédécesseur de Keir Starmer a décidé de l'expulsion justement de certains migrants, notamment
africains, parmi lesquels les Rwandais, bien évidemment, contre une contrepartie. C'est que, bien évidemment, le Rwanda a accepté, c'est-à-dire collaborer dans la lutte anti-migrants, dans la politique anti-migrants, n'est-ce pas, de Londres, si vous voulez, contre une rétribution. C'est ça qu'il est question. Naturellement, il y a eu plusieurs manifestations, justement, d'associations qui sont opposées à ce que l'ancien Premier ministre expulse ces migrants qui avaient déjà un statut qui n'était pas aussi illégaux que certains médias les présentaient. Et ça fait, je crois que c'est même cette actualité, cette problématique qui a fait en sorte que Keïstam arrive, n'est-ce pas, comme Premier ministre. Et ça a pesé lors de la dernière élection qui a consacré le nouveau, qui a permis l'élection de l'actuel Premier ministre. Comme je l'ai dit, le Rwanda fait donc l'inverse. C'est-à-dire se présenter comme ce pays-là qui ne s'occupe pas des questions d'ordre moral. Ce qui est important, c'est de gagner de l'argent quelque part, de renflouer ses caisses, au prix de l'avenir de certains fils de l'Afrique, qui sont depuis des années installés du côté de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni. Voilà la problématique qui est posée. Et dans leur arrangement, il a été proposé, n'est-ce pas, au régime rwandais, je crois que vous avez parlé de 51 millions de livres sterling. Qui sont récents. Préalablement, il y a eu 280 millions d'euros. Non, je parle de l'enveloppe globale. L'enveloppe globale, si nous faisons 280 millions d'euros plus 61 millions d'euros, ça nous amène à quelque chose comme 340 millions d'euros par là. Dans tous les cas, il n'y a pas eu refoulement de ces migrants. Bon, puisque cette enveloppe, enfin, je veux dire, cette enveloppe était conditionnée par le refoulement des migrants au Rwanda. Au Rwanda, tout à fait. Le projet a été interrompu avec l'arrivée de l'actuel Premier ministre. Bon, quelles peuvent donc être les motivations pour le Rwanda d'exiger de l'argent dans le cadre d'un projet qui n'a pas connu de l'eau à votre moulin d'épée pour que vous puissiez bien mener votre développement. Le Rwanda avait prévenu, selon bien sûr nos recherches, que l'accord controversé ne prévoyait pas la restitution des fonds déjà versés par l'Rwanda. Que même comme le nouveau Premier ministre était arrivé, il ne fallait même pas penser que les 280 millions d'euros, soit 240 millions de livres sterling qui sont rentrés dans les caisses du trésor rwandais devaient repartir. Et surtout qu'aucun migrant n'est venu. Et ils sont en train de réclamer les 50 autres millions restants. Puisque je viens de dire justement que le versement de ces millions d'euros était conditionné par le refoulement des migrants vers le Rwanda. L'opération a été interrompue, le projet a été interrompu. Donc, qu'est-ce qui peut justifier donc la détermination du régime rwandais à réclamer ce qui ne lui est pas dû, puisque le projet n'a pas a fait long feu. Si ce n'est du cynisme et de la cupidité, c'est tout. Pour répondre à votre question, c'est de la cupidité. Ce n'est pas la pression, c'est de la cupidité. C'est de la cupidité, c'est du mercantilisme tout simplement. C'est du cynisme. C'est-à-dire, penser que, ok, je vais... Mais il peut même possible qu'on propose au Rwanda d'accueillir, n'est-ce pas, les Palestiniens que Trump veut refouler de Gaza. Je crois qu'il va accepter. Si on lui propose des milliards de dollars, cet homme va accepter ce genre de deal. Un deal moralement sale, inacceptable. Voilà où nous sommes rendus. Donc, nous pensons que, en fait, c'est une attitude compréhensible dans le contexte actuel que vous savez, qui est celui des sanctions contre le Rwanda par rapport à son agression, à son implication dans l'agression de la République démocratique du Congo. Donc, il faut bien exister. Il faut bien exister. Il y a beaucoup de pays de l'Union européenne qui ont suspendu leur aide au développement au Rwanda. Mais, sauf que c'est
Pour le moment, c'est de la poudre, nous sommes encore dans l'effet des annonces, ce n'est pas encore effectif. Vous avez certaines ONG qui bénéficient du soutien n'est-ce pas, de soutien de l'Union européenne. Et vous avez les matières premières que l'on exploite, puis du côté de la République démocratique du Congo, qui sont encore achetées, hein, qui font l'objet n'est-ce pas, de relations commerciales entre l'Union européenne et le Rwanda. Donc, nous sommes encore dans l'étape du discours, ce n'est pas encore le concret. Pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, la solution, puisque nous parlons en filigrane, la situation qui prévaut en ce moment du côté de la République démocratique du Congo. Oui, parce qu'en réalité, les accords d'expulsion des migrants vers le Rwanda avec l'Union européenne, moi, ça m'intéresse. Ce n'est pas intéressant pour moi, pour nous. Pour nous, ce n'est pas une problématique intéressante. La problématique intéressante, elle serait davantage intéressante si les pays de départ des migrants faisaient le maximum, ce qu'il faut faire pour permettre à ces jeunes pour éviter à ces jeunes de partir. Mais pourquoi ces jeunes partent? Ces jeunes partent parce que justement, il n'y a pas d'avenir chez eux, il n'y a pas d'avenir. Et s'il n'y a pas d'avenir chez eux, c'est parce que justement, vous avez l'Union européenne qui pille d'abord nos territoires, la France qui pille nos territoires, la Chine qui pille une partie du territoire, vous avez les États-Unis qui pillent, tout le monde vient piller l'Afrique. Et en plus de cette contradiction première, vous avez la contradiction secondaire qui est la malgouvernance des dirigeants qui ne mettent aucun projet en place en faveur des jeunes. Et du coup, lorsque vous n'avez pas d'horizon clair chez vous, vous avez la tentation de partir tout simplement. C'est que dans le contexte camerounais, par exemple, c'est quand même paradoxal que vous avez des familles qui se cotisent quelquefois 3 000, 5 millions de francs CFA pour financer, n'est-ce pas, l'aventure d'un enfant, alors qu'avec 5 millions, on peut créer une entreprise sur place. Donc en réalité, c'est là, c'est une problématique qui peut m'intéresser à ce niveau. En ce qui concerne les deals entre, n'est-ce pas, la Grande-Bretagne et le Rwanda, en ce qui concerne le refoulement des migrants, qui, pour la plupart, ont une situation qui sont en situation régulière, pour moi, le débat, c'est pas intéressant. Débat pas intéressant pour vous. Néanmoins, Henri Atangana, vous êtes du côté de l'Europe, vous pouvez avoir un point de vue différent de cette situation, mais je voudrais, pour que nous soyons complets sur la question, souligner par la suite que Yolande Makolo a parlé de la trahison, elle qui est porte-parole du gouvernement rwandais. Cependant, le Royaume-Uni a trahi cette confiance en prenant des mesures punitives injustifiées pour contraindre le Rwanda à compromettre notre sécurité nationale. Elle juge que le fait de cette suspension annoncée, du moins de ceux, je ne vais pas parler de suspension, oui, des mesures, voilà, des sanctions qui ont été prises, parce que ces sanctions, bien sûr, sont conditionnées par le fait qu'il n'y a plus eu d'aide financière de la part de Londres à Kigali. C'était donc un moyen retour pour tenter justement de faire pression. Et Linda Makolo, pour le compte du gouvernement rwandais, estime que Londres a trahi, la Grande-Bretagne a eu à trahir, c'est pourquoi on inflige des mesures punitives qui sont injustifiées et pour contraindre bien sûr le Rwanda et afin de compromettre la sécurité nationale, comme quoi aujourd'hui le Rwanda est bien sécurisé, mais avec ces mesures-là, la sécurité nationale va avoir un problème. Votre lecture, cher monsieur? Ce problème des sommes d'argent, les sommes promises par le Royaume-Uni au Rwanda a été soulevé avant que le problème Rwando-République démocratique du Congo n'arrive. Au rappel, on l'a déjà rappelé, pas besoin de revenir dessus, c'est-à-dire que pour régler son problème de pression migratoire, le Royaume-Uni a décidé d'envoyer les gens qui sont en situation illégale ou qui sont demandeurs de papiers ou d'asile en République démocratique du Congo pour que ce soit analysé. Vous ne venez à ce moment-là alors que si ça a été admis. Ou alors on vous envoie là-bas si vous avez été si vous avez été débouté.
Très bien. Sauf que quand on parle comme ça, il faut que beaucoup d'Africains ne comprennent pas de quoi il s'agit. La première chose, c'est quoi? C'est que beaucoup d'Africains, actuellement les Africains, que ce soit subsahariens ou nord-sahariens, viennent en Europe pour, entre guillemets, chercher du travail. Et ça pose donc le premier problème, pourquoi ils ne trouvent pas le travail chez eux. Et ça pose le problème que M. Albert Anatole ici a posé. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas d'emploi dans leur propre pays et ils quittent leur propre pays en le vidant de ses forces vives. Les pays deviennent donc des sortes de pays fantômes inexistants. C'est ça qu'il s'agit, parce que la République démocratique du Congo est en guerre. Si vous savez le nombre de Congolais qui est en Europe, c'est par millions. Il y a au moins 6 millions de Camerounais en Europe. Congolais et tout ça. Pourquoi ces gens quittent ces pays? Parce qu'ils ne trouvent pas un emploi. Et pourquoi ne trouvent-ils pas un emploi? Parce qu'après les décolonisations, on a fait de nous des républiques bananières. On nous a dit cultiver les produits que nous ne cultivons pas en Europe. Et alors, nos dirigeants qui ont écouté ça docilement n'ont pas développé des tissus industriels. Et c'est dans le tissu industriel qu'il y a la production de la plus-value. Il faut d'abord comprendre ça. C'est d'ailleurs pour ça que je dis souvent que ceux qui parlent du PIB, j'aime pas beaucoup le débat dessus. Parce que dans le PIB, beaucoup d'économistes estiment qu'il ne faut pas y mettre la plus-value de la fonction publique, qui n'est pas vraiment une plus-value. Il faut tenir compte que la plus-value de la fonction privée, parce que là où il y a création de richesse. Donc quand vous dites plus-value, PIB, d'accord, on parle de quoi? Il faut plutôt dire la réalité matérielle économique qui entraîne le PIB. Il faut parler de la création de richesses. C'est d'ailleurs pour ça qu'en entame de mon débat, je vous ai parlé de chercher un emploi dans une fonction privée. Parce que quand vous avez été dans une fonction privée, vous comprenez le processus de création de richesses. Mais quand vous n'avez été que dans la fonction publique, votre ressenti est que l'État est un distributeur d'argent. Or, nous sommes dans des pays où 80% de la population active est à la fonction publique, qui n'a donc pas l'expérience de la création de richesses. On veut être dans le gouvernement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ces luttes politiques, ces luttes de pouvoir qui parviennent à être des luttes tribales. Je suis obligé d'ouvrir le débat de ce côté pour que vous compreniez ce qu'il se passe. Or, un gouvernement, son budget est basé sur les recettes. Il faut quand même rappeler ça à ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un budget. Un budget, c'est la répartition sur base d'une prévision de recettes. Le budget qui ne te lève pas, tu dis je fais le budget de temps, je vais l'augmenter, le diminuer. Non, non, non. Tu fais d'abord une prévision de recettes. C'est sur base de ça que tu vas dire comment ce budget sera dépensé pour ce qui est dans ce pays-là, la chose publique. Donc, ce qui est la chose publique, c'est nous qui le décidons dans un parlement. On peut décider que les prisons seront privées comme aux États-Unis. On peut aussi décider que les prisons sont publiques. On peut décider que les routes sont privées. On peut aussi décider qu'elles sont faites par le public. Alors ça, c'est un autre débat. Ce qui est sûr, c'est que ces pays du Sud ne créent pas de la plus-value. Soit ils cultivent le cacao, le café, certaines matières premières, parce qu'en même temps, les pays occidentaux ne veulent pas que nous fassions concurrence à leur agriculture. Il faut le dire. C'est la raison pour laquelle nous ne cultivons pas le blé, alors que nous le consommons. Mais parce que les Occidentaux le cultivent. Je ne vais pas développer pourquoi. Nous nous retrouvons alors avec des pays qui ne font que de la matière première. Et en ce sens, il faut saluer le chef de l'État qui a pu, au Cameroun, mettre en bijection les prix de la vente du cacao à l'international et ce que le cultivateur reçoit. Il faut rappeler qu'au Cameroun aujourd'hui, c'est 6 000 francs CFA le kilo de cacao qui vont au cultivateur. En Côte d'Ivoire, c'est 1 000 francs CFA. Le différentiel, c'est qu'il faut rembourser le surendettement créé par le président Ouattara. Et c'est les cultivateurs qui le payent. C'était une parenthèse.
Ça permet aux gens de bien comprendre ce que c'est que la géopolitique, comment ça fonctionne. Très bien. Vous avez donc des gens qui naissent là, ils n'ont pas donc de matière à plus-value. Parfois, ils font des études, et à la fin des études, on leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, ils ne savent pas très bien. Bon, on va aux études pour faire les études. Après, on estime que parce qu'on est licencié, bac plus 5, doctorat, on doit avoir un emploi à la fonction publique. Et un bon emploi, dont on se bat pour être politicien. Mais qui paye les politiciens? C'est les impôts. Et moi, je précise les impôts de la fonction privée. Parce que vous allez me dire qu'on relève les impôts dans la fonction publique aussi, mais c'est... Ouais. Et il y a aussi les matières premières. Bon, maintenant, quand vous êtes né dans un pays, les pays de l'Arabie Saoudite, qui ont tellement de pétrole par rapport aux populations, vous faites la même chose, mais les populations, vous climatisez même les routes. Parce qu'en Arabie Saoudite, il y a des routes climatisées à cause du pétrodollar. Ils ont tellement de dollars qu'ils ne savent pas quoi en faire. Mais quand vous êtes dans un pays africain où on n'a pas ça, et que si vous ne créez pas des entreprises, vous vous retrouvez avec des diplômés qui ne servent à rien, dans tous les niveaux de compétences. Conséquence, ces gens commencent à se dire, mais pourquoi aller à l'école? Autant traverser pour aller faire la vaisselle en Europe, même si je risque la mort. C'est la raison pour laquelle il y a cette pression migratoire en Europe. Et beaucoup de gens vont vers l'Angleterre sans papier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de permis d'entrer dans ces pays, ils n'ont pas de visa. On dit alors qu'ils sont sans papier. Quand ils arrivent là, ils essayent d'avoir un titre de séjour, une carte d'identité. Ils vont essayer plein de choses. Par exemple, épouser une Anglaise parce que par mariage, on peut avoir des papiers. Ils vont essayer, certains vont épouser, comme les mariages hommes-hommes sont déjà permis en Europe, d'autres pour avoir des papiers vont épouser un homme pour avoir des papiers. Et ils vont se faire, ils vont s'accommoder à cette sexualité-là. Mais parce que sa finalité, c'est de manger. Donc c'est tout, d'autres vont vivre comme ça sans papier jusqu'au moment où ils parviennent à régulariser leur situation. C'est ça qu'on appelle la pression migratoire. Et pour analyser, pour enlever cette pression migratoire que les populations locales commencent à ne plus accepter, c'est pour ça qu'il y a la montée des partis de l'extrême droite. On dit, on va prendre tout ça, on va envoyer au Rwanda. On va les déporter au Rwanda. Et pour que le Rwanda accepte, on dit qu'on va compenser l'argent. On va donc donner l'argent au Rwanda. Monsieur Kagame a accepté. Ne me demandez pas pourquoi. Là, on peut débattre dessus. On a d'ailleurs eu un débat dessus sur cette plateforme. Parce que quand votre population va devenir une population de locaux et de gens d'autres pays qui n'ont pas forcément les mêmes mentalités, monsieur Kagame ne savait pas qu'il s'expose aussi à une déstabilisation sociale. D'avoir des Rwandais qui ne seront plus des Rwandais. Parce que si les Européens peuvent être agacés par des étrangers, les Africains aussi peuvent être agacés par des étrangers. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà les bases du problème. Sauf que le projet qui a été lancé par Boris Johnson, que vous montrez à la photo d'ailleurs, en train de saluer M. Kagame, le problème a été critiqué en Europe parce que ça se rapporte à la déportation, ça se rapporte à de la traite des êtres humains. Le projet n'a pas été exécuté alors qu'une somme d'argent avait déjà été donnée au Rwanda. Et après, le projet n'ayant pas été exécuté, le Royaume-Uni a dit nous suspendons le projet. Donc nous ne payons plus les sommes d'argent qu'on devait continuer à payer. Quel était le deal de l'accord? Est-ce qu'il y avait obligation de payer parce qu'on a signé le projet? On ne sait pas très bien, mais M. Kagame réclame l'argent pour services non rendus. Très bien. Maintenant, l'Angleterre va, elle aussi, profiter de la situation au Rwanda pour vous dire, mais attention, je ne vous paye pas. Non, pas seulement parce que je n'ai finalement envoyé aucun migrant chez vous, mais je ne vous paye pas aussi parce que vous encouragez le M23.
qui a envahi la République démocratique du Congo. Voilà donc à peu près la situation dans laquelle on est. Il y a M. Kagame qui dit, ben non, vous ne me sanctionnez pas, qui va estimer que c'est une sanction. Donc, est-ce une sanction? Est-ce le non-paiement d'un service non rendu? M. Kagame disait, oui, le service n'a pas été rendu, c'est parce que vous n'avez pas envoyé des migrants. Moi, j'étais déjà prêt à accueillir des immigrants. Ça, c'est votre problème. Donnez-moi l'argent que vous avez promis. Donc, voilà un peu le deal qu'il faut que les gens comprennent, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas suivi cette affaire-là du début à la fin. Et après, quand vous comprenez ça, vous ne savez pas très bien qui veut faire quoi. Bon, il n'en reste pas moins que ce sont des intimidations, ce sont entre États, ce sont des problèmes diplomatiques entre États. Le Royaume-Uni qui devra encore, qui devait payer 50 millions de livres sterling, dit, moi je ne vertis plus cet argent. D'abord parce que je n'ai pas envoyé des gens, ensuite parce que je n'ai pas envoyé des migrants comme convenu, ensuite parce que vous encouragez ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'on peut vraiment croire la deuxième version? On n'a pas vu la diplomatie du Royaume-Uni active dans le problème de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous l'avez vu très active dessus? Non, en plus, mais attention, le Royaume-Uni n'appartient plus à l'Union européenne, hein, parce que les gens l'oublient souvent, parce qu'il y a eu le Brexit. En plus, l'Union européenne, c'est pour ça que j'ai fait la précision au début, a signé des accords avec le Rwanda pour recevoir des matières que le Rwanda ne produit pas, qui viennent donc forcément de la République démocratique du Congo. On n'a pas vu une grande activité diplomatique de ces pays-là pour empêcher ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Le Rwanda, pour recevoir des matières... On a l'impression que le Rwanda, que le Royaume-Uni se saisit de la situation au fond pour expliquer le refus d'envoyer des sommes d'argent. Mais en même temps, on a l'impression aussi que Kigali essaie de prendre de l'argent pour services non rendus. Bon, maintenant, comment on se positionne dessus, chacun se fera une idée. Je sors par là. On rappelle que vers la fin de cette émission, vous aurez la possibilité de donner un point de conclusion. On va aller au standard retrouver M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour, bienvenue. Bonjour M. Wab, bonjour M. Albert Aïssi, bonjour M. Atangana et bonjour le standard et les techniciens. M. Albert Aïssi et M. Atangana, je vais vous expliquer la CEDEAO. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara est concentré sur la CEDEAO. La CEDEAO a rendu un grand service à Alassane Dramane Ouattara à travers l'ancien président du Nigeria appelé Goodluck Jonathan. En 2011 ou bien en 2002, quand la crise a éclaté, la rébellion a commencé, les premières forces sont venues en Côte d'Ivoire pour faire la paix, c'est la CEDEAO. Il y avait des Béninois, les Togolais, etc., etc. Après, c'est devenu la force des Nations Unies appelée ONUCI. En 2011, quand la crise a commencé, je vais vous dire aujourd'hui ce que la CEDEAO a fait en Côte d'Ivoire. Sauf l'armée du Bénin, sauf le Dahomey, qui n'a pas accepté de tuer les Ivoiriens. J'ai dit, sauf la mission du Bénin, qui n'a pas accepté de tuer les Ivoiriens. Ils se sont désengagés de la décision de la CEDEAO de faire le contrat avec ONUCI pour tuer les Ivoiriens. Embargo sur les médicaments, la CEDEAO. Les médicaments que le président Laurent Gbagbo a achetés en Inde et le navire a été neutralisé. Tous ceux qui étaient malades dans cette période-là ont été assassinés par la grâce de CEDEAO pour qu'Alassane Dramane Ouattara soit président. On quitte là, embargo sur le Mali, embargo sur le Burkina, embargo sur le Niger. Donc la CEDEAO n'est pas faite pour les Africains et n'est pas faite pour la population de l'Afrique de l'Ouest.
Le président ghanéen n'est pas venu en Côte d'Ivoire pour être le démarcheur de la CEDEAO, entre la CEDEAO et les pays de l'AIS. Ce n'est pas possible. Il a été longtemps opposant ce qu'on appelle au Ghana. Et pas de Kwame Nkrumah. Il ne va jamais accepter d'être qu'on appelle un démarcheur de la CEDEAO vers les pays de l'AIS. Ce n'est pas possible. La CEDEAO, si vous ne connaissez pas, c'est un organe de crime. C'est un outil que l'Europe utilise pour assassiner la population de l'Afrique de l'Ouest. Donc, affaire CEDEAO, là, c'est fini. Les dirigeants de l'AIS, ils ne vont jamais retourner dans la CEDEAO encore. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est un autre rêve. Ça, ce n'est pas possible. Si le président Tiani, le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta prennent une décision aujourd'hui de retourner à la CEDEAO, matin à 10h, à 11h30, ils sont tombés. La population va les chercher de leur palais présidentiel. Donc, affaire de la CEDEAO, là, c'est rêve, c'est fini ça. Monsieur Ouattara, quand je quitte, je vais au Rwanda. Vous savez, le Rwanda a joué le rôle. L'argent qu'on a donné au Rwanda pour sous prétexte rapatrier les émigrés, là, c'est faux. C'est donner l'argent au Rwanda, comme on appelle, aux dirigeants rwandais, Paul Kagame, pour financer le M23. Si tu vois qu'aujourd'hui, il réclame le reste de l'argent, là, c'est pourquoi? C'est parce que le Rwanda a fait son service. Le Rwanda a fait son service demandé. Sinon, si ce n'était pas pour financer la guerre, la rébellion de M23 au Congo, pourquoi tu vas réclamer le reste d'argent? Parce qu'on ne t'a pas envoyé les réfugiés. On ne t'a pas envoyé les réfugiés. Pourquoi tu vas réclamer le reste d'argent? Si tu vois que Kagame réclame le reste d'argent, c'est que le travail a été fait. Et l'argent là devrait servir pour détruire le Congo. Et c'est ce que le Rwanda a utilisé pour financer le M23 pour détruire, qui fait aujourd'hui la guerre au Congo. Donc, le service a été fait. Si le Rwanda demande le reste d'argent, c'est parce que le service a été fait. Monsieur Albert ici, soyez salués. Monsieur Atangana, soyez salués. Soyez salués les techniciens et le standard. Monsieur le journaliste, merci pour le travail que For You Media fait pour les Africains. La liberté, la liberté va passer par là. Et on va faire la guerre pour se libérer. Et c'est vraiment la communication qui est notre arme nucléaire aujourd'hui. Voilà pourquoi l'Occident tremble. Mais le combat, on l'a déjà gagné. C'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Soyez salués. Merci à vous, M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Vous avez réagi autour de 2 minutes. Zarfel, on espère que vous pourrez également aussi gérer comme cela. Merci à vous. Bonjour, bienvenue. Ok, bonjour. Bonjour, mon frère, le journaliste. Bonjour à vos invités. Et moi, Kofi, il a tout dit. Voilà. Vraiment, ce que je voulais dire, c'est là ce que Kofi a dit. Hein. Je ne sais pas si on était en communication. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le monsieur qui est venu là, le Ghanéen, le président ghanéen, plutôt, excuse-moi, et qui est venu en Côte d'Ivoire, moi, je ne sais pas pourquoi il est venu. Hein. Je ne sais pas s'il est venu, comment dire bonjour à son ami, parce que et ce sont des amis. Parce que le premier mandat, là, les Ivoiriens qui ont fui, et me dit qui ont fui pour aller là-bas, ils ont souffert sous le mandat de ce monsieur. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils ont souffert sous le mandat de ce monsieur. Et comment dire, le gars, il profitait même, parce que par la grâce de Dieu, ceux qui ont fui la guerre, ceux qui ont fui la mort, le feu devant ce drame, et c'est Dieu qui les a protégés jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir, ce monsieur-là. Alors, je ne sais pas pourquoi il est venu. S'il est venu vraiment dire bonjour ou dire merci, ou Alassane l'a appelé, ou l'a invité plutôt pour qu'il vienne lui remercier pour ce qu'il a fait au début, quand il à son premier mandat. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il est venu. Et ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Eux, ils disent des choses qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que lui-même, il a vu, ce sont les réunions qui sont passées dans son pays, étant dans l'opposition, quand l'ancien président était là, et des réunions se sont passées chez lui, au Ghana, en mettant des embargos sur les 3 pays, là,
Comment il peut se lever aujourd'hui et puis écouter Draman? Si c'est vraiment écouter Draman pour dire que donc, je t'envoie là-bas pour parler aux gens. Là. Mais s'il est intelligent, s'il arrive là-bas, c'est pour dire bonjour à ses frères et puis retourner dans son pays. Mais s'il s'amuse, moi, hier, j'ai dit, s'il s'amuse, il va sortir avec la petite fille. Ça, c'est clair. Parce que la population même, ce sont eux qui vont parler. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont là-bas, là, ce n'est pas eux-mêmes qui décident, c'est la population aujourd'hui qui décide. C'est ça que nous voulons voir aussi dans notre pays, dans tous les pays africains. Ce n'est pas ceux qu'on met au pouvoir, là, quand on dit non, on vous a voté, vous allez diriger notre pays, là. Ce n'est pas eux. C'est nous qui allons parler maintenant. Ce que nous voulons, là, c'est ça qu'ils vont appliquer. S'ils n'appliquent pas, là, nous, on va les faire sortir de là où ils sont assis. C'est simple. Voilà. Voilà. Sinon, moi, je vais parler de M. de Kagame, du président du Rwanda. Parce que quand il s'élève, quand les Anglais s'élèvent, parce que le blanc ne fait rien pour rien. Le blanc ne fait rien pour rien. C'est-à-dire qu'envoyer, prendre des gens qui ont demandé l'asile chez eux, qui ne sont même pas, certains ne sont pas africains, et les envoyer dans un pays africain qu'ils ne connaissent pas, c'est qu'il y a quelque chose sur roche qui ne croche pas. C'est pourquoi ils ont envoyé l'argent qu'ils ont mis à sa disposition. C'est ça, l'autre, il a dit tout à l'heure. Parce que c'est pour préparer une guerre ou aller ramasser, comment dirais-je, pour protéger le vol de l'autre, du président rwandais, pour voler les biens des choses du Congo, comme celui qui est au Congo là-bas. Là. Lui, je ne sais pas si c'est un être humain ou c'est quelqu'un qui est arrivé comme ça à la tête de ce grand pays-là pour faire mourir sa population. Il a fermé les yeux. Comment ça fait 2 mandats que lui n'a pas préparé des militaires pour aller protéger ses richesses. C'est qu'il était en complicité avec tous ces Occidentaux pour faire endormir les Congolais. Mais tout ce que Dieu fait est bon toujours. Aujourd'hui, ils ont senti l'odeur. Ils ont senti l'odeur. Donc, le gars, aujourd'hui, il s'élève maintenant pour dire que donnez-moi mon argent. Hein? Parce qu'ils savent que ça choque maintenant le reste de son argent qu'ils n'ont pas donné. Et que les gens sont arrivés là-bas en faisant semblant d'accueillir des gens. Alors, parce que la guerre est sortie, maintenant tout le monde est au courant. Et c'est lui qui fait la merde dans ce petit, dans ce carré-là. Donc, tous les yeux sont braqués sur lui. Donc, il ne sait pas comment il va faire. On ne sait pas si demain il va rester au pouvoir. Alors, il réclame le reste de son argent pour empocher ça. Et puis, le jour qu'on va l'emmener au pouvoir, il va vivre correctement avec cet argent. C'est tout. Merci. Je m'arrête là. Voilà. Merci à vous, Zafel. On va aller au standard. Notre appelant au bout de la ligne. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour, Ibrahim de Burkina Faso. Allez-y. Je salue tous les techniciens et tous les journalistes, tous les invités. Et saluez vous tous, les Camerounais. Je vais parler de CEDEAO. CEDEAO n'existe pas. CEDEAO, depuis sa carrière, ça fait 50 ans maintenant. CEDEAO a pris 10 ans pour détruire Libéria pendant 10 ans. Sierra Leone. CEDEAO a pris 10 ans pour détruire la Côte d'Ivoire, pour assassiner le peuple ivoirien, en mettant Laurent Gbagbo en prison. CEDEAO a essayé d'assassiner les Maliens, les Nigériens. CEDEAO n'existe pas. C'est un truc criminel. Ça doit disparaître. Chez nous, CEDEAO, ça a tué, c'est fini pour CEDEAO. Alassane Dramane Ouattara, c'est un problème pour l'Afrique. Ouattara doit partir, doit quitter le pouvoir, c'est un problème pour l'Afrique. Je demande à tous les Ivoiriens, le jour de vote, sortez massivement, allez-y voter Laurent Gbagbo. Si le bureau est fermé à 18h, prenez Gbagbo à 22h, allez-moi au pouvoir. Le peuple africain va vous soutenir pour que Gbagbo prenne le pouvoir en 2025. CEDEAO est fini. CEDEAO, c'est quelque chose de criminel, CEDEAO. Union africaine et CEDEAO sont des criminels. C'est fini. Nous, le pays sahélien, Burkina, Mali, Niger, adieu à CEDEAO. Mais on est prêt. Relation avec tous les pays du monde. Relation gagnant-gagnant avec tous les pays du monde. On est prêt pour ça. Donc, je demande à tous les 3 pays là aussi de s'armer avec l'arme nucléaire pour préparer la guerre contre la CEDEAO, contre l'Union européenne, contre les Américains. C'est les criminels. Il faut nous, on se prépare en son armée 2025 là. Si prête à Dieu,
Notre monnaie va sortir en 2025. Ici, prête à Dieu, il y aura les monnaies de 3 BA en 2025. Bonne journée, les Camerounais. Merci à vous. Juste quand vous parlez que la CEDEAO doit s'armer et avoir même le nucléaire, disons que, rappelons que la Russie, bien sûr, a eu à apporter sa quote-part dans la formation des 5000 soldats de la CEDEAO, et puis aussi la force unifiée de la CEDEAO a donc terminé l'opération Yireko 2. C'est une opération qui est au niveau de la zone des 3 frontières. Elle s'est donc effectuée entre le 24 février et le 6 mars. Juste pour un complément d'information par rapport à ce besoin, pour vous dire que la CEDEAO, l'AES, sur le terrain, militairement, ça commence à apporter des fruits. Au standard, bonjour, bienvenue. Au niveau de la zone des 3 frontières, elle s'est donc effectuée entre... Allez, bonjour, monsieur. Par rapport à... Ok. Allez, bonjour. Je suis Eric, je vous appelle de l'Espagne. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je salue M. Tangana et Trip A. Et moi, de mon point de vue, je vois le problème de Rwanda d'une autre forme. Je crois que c'est une autre mission qui a été confiée à M. Kagame, et il a, après avoir accompli la mission, elle demande le reste de ce qu'on doit lui payer. Je ne suis pas sûr que c'est question de rapatrier des migrants. C'est la seule chose que je vois. Et il y a un problème aussi que j'aimerais soulever et demander à Trip A et à M. Tangana. Où est le problème? Je ne sais même pas. C'est quoi le problème? Et qu'on ne peut pas sortir du franc CFA, techniquement, qu'est-ce qui bloque? Parce que je ne sais pas, je crois que les accords, depuis 2020, les accords entre les pays, les 14 pays africains et la France, c'est terminé. Mais qu'est-ce qui bloque techniquement? Qu'est-ce qui bloque? C'est ce que moi je veux savoir. Parce que si on continue avec le CFA, je crois que c'est la pire des choses. Si on ne sort pas de cette monnaie, on n'a rien fait. On peut chasser les bases militaires, on peut tout faire. Mais avec le CFA, la France continue de nous piller. C'est ma question. Qu'est-ce qui nous bloque? Parce qu'on a des intellectuels, on a des économistes, et je n'arrive pas à comprendre. Et je vous salue et bonne journée. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et je vous dis que la famille s'agrandit de jour en jour. Et merci et bonne journée. À plus. Merci à vous. Depuis l'Espagne, on va aller au standard prendre un dernier appelant parce qu'il faudrait le tour de table dernier. Et puis la question a été posée aux 2 panélistes. Au standard, bonjour, bienvenue. Monsieur, c'est monsieur depuis la Côte d'Ivoire. Je veux participer au débat. Allez-y, vous êtes en Allô? ligne. Oui, allez-y, vous êtes en ligne, vous avez 2 Allô? minutes. Vous avez 2 minutes en ligne, allez-y. Allô? Vous êtes en ligne. Ok, bon, je vais intervenir un peu sur le problème de la CEDEAO. En fait, cette CEDEAO-là, elle est morte. Elle n'existe plus parce que elle ne fournit rien à la communauté ouest-africaine. Elle est morte. Elle est dirigée par les Européens. On voit ses actions. Et celui même qui parle au nom de la CEDEAO est un esclave des Occidentaux. Donc, il veut mener tout le reste des pays dans cet esclavage pour que l'Afrique soit encore noyée. On veut sortir du néocolonialisme dont je ne veux pas que les autres pays l'écoutent parce que ce monsieur, il est vraiment sadique. Quelqu'un qui emprisonne tous les opposants de son pays, qui ne veut même pas que certaines personnes soient sur la liste électorale et qui prône à ce que un de ses pairs aille demander pardon aux autres pour que ces 3 pays-là s'intègrent encore à la CEDEAO. Je pense que ce monsieur n'est pas clair. Voilà, maintenant concernant le problème du Rwanda. Bon, c'est un deal qui a été fait entre Kagame et puis l'Angleterre. Voilà, c'est un deal pour détruire la RDC. Voilà, il a reçu une partie de ce que les gars lui avaient promis pour acheter les armes pour financer cette rébellion qui aujourd'hui fait le malheur de la RDC. Voilà, maintenant, puisqu'il a joué le rôle, il réclame le reste de son argent. Ou est-ce que depuis qu'ils ont dit qu'ils vont amener les immigrants, est-ce que vous avez vu un avion venir atterrir au Rwanda pour faire descendre des immigrés? Non.
Non, cela n'a jamais existé. C'est un deal. Donc, c'est ce que je peux dire. Bon, merci à vous, l'antenne. Merci à vous, bonne journée. Voilà, donc on va stopper le standard pour la conclusion. Nous allons ouvrir avec vous, Henri Atangana. J'espère peut-être que vous pourrez le faire en 2 minutes, puisque M. Aïssé également aura 2 minutes. Je vais conclure en 1 minute. On commence avec vous. Vous avez été interpellé par un appelant tout à l'heure, mais également aussi vous terminerez avec votre mot de fin. Il y a un interprète qui a dit pourquoi on ne sort pas du franc CFA. Je vais essayer de lui répondre en 1 minute. Très bien. Aujourd'hui, si un pays dit je sors du franc CFA, qu'est-ce que vous faites avec le CFA que vous avez dans votre poche? Instantanément, cet argent ne vaut plus rien. Et comment vous faites pour acheter la baguette le lendemain? Vous allez donner la baguette à un boulanger à qui vous avez dit que le CFA ne vaut plus rien. Il va refuser parce qu'il sait que ça ne vaut plus rien. Mais comment vous mangez? Vous allez vous dire, mais comment je mange? Non, et comment j'aspire comment je vais à l'hôpital, si mon enfant est malade, comment j'achète les médicaments? Vous voyez donc il y a un problème quand vous utilisez la monnaie. Donc, pour sortir de ce problème, je l'avais expliqué. C'est la première chose, c'est de mettre déjà en œuvre un outil transitoire. Je l'avais expliqué. L'outil transitoire, ça veut dire quoi? Par exemple, comme nous faisons de la téléphonie monnaie. Donc, ça peut être les MTN monnaie, Orange monnaie, ou whatever. Mais il faut pour ça que nous ayons notre propre réseau de télécommunications fiable. Ça veut dire que les autorités doivent préparer un réseau de télécommunications fiable, imposer à chacun d'avoir un numéro de téléphone unique, vérifié par une carte d'identité, et utiliser ces numéros de téléphone comme possibilité de financement. C'est-à-dire que l'État doit se dire, je vais créer un Cameroun Money qui est de l'argent numérique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, l'argent numérique, la transaction, tout ce comme non. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vous verser votre salaire sur votre smartphone. Vous le faites déjà. Mais vous appelez ça du MTN Money ou du Orange Money. On crée le Cameroun Money qui va vous permettre de faire des transactions pendant cette période transitoire. Sinon, vous êtes obligé de gérer la période transitoire avec la France. Donc, vous devez trouver un accord avec la France pour dire que maintenant, nous sommes en période transitoire pour sortir du franc CFA. Donc, pendant ce temps, voilà ce qu'on fait. Le temps qu'on éprime notre propre monnaie, le temps qu'on vous remette vos papiers pour que vous nous remettiez nos devises et tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a un partenaire avec lequel il faut compter, qui est quand même la France. J'ai fait court, hein, j'ai fait ramasser parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'ai fait court pour expliquer aux gens très très rapidement. La deuxième chose, pour terminer, c'est pour dire, vous voyez, dès que j'ai expliqué aux gens ce qui s'est passé dans cette histoire du M23, les gens ont tout de suite compris que c'est quoi cette histoire-là, où il y a les migrants qui n'arrivent pas à Kigali, et Kigali réclame quand même de l'argent. Évidemment, certains en déduisent que le Rwanda a forcément rendu un service. Et comme ce service n'est pas visible, c'est manifestement le financement du M23 avec cet argent. Et il y a des tensions entre le Royaume-Uni et le Rwanda sur le financement, sur l'argent des migrants, alors que le service n'a pas été rendu. Et tout le monde qui est un peu intelligent va se dire, il y a peut-être un service que nous, on n'a pas vu. Mais il faut quand même dire aux gens que nous, quand on parle ici, il n'y a pas de preuve directe de ça. Donc, on est quand même obligé de parler avec précaution. Il faut quand même dire qu'il n'y a pas de preuve directe. Mais tout le monde s'est quand même dit qu'attends, il y a un service qui a quand même été rendu là, qui fait que le Rwanda demande de payer le service. Je sors par là parce que j'ai débordé sur mon temps. Merci à vous, Monsieur Atangana, triple A. Mot de conclusion, peut-être si vous voulez aussi réagir sur la sortie du franc CFA. 2 choses. La première, je vais réagir par rapport au propos du dernier appelant qui demandait pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sortir du franc CFA. Il faut quand même indiquer qu'il y a plusieurs pays qui étaient dans le giron du franc CFA. Plusieurs pays africains, à l'état de la Mauritanie, qui étaient dans le franc CFA. Comment ont-ils fait pour sortir du franc CFA? Il faut d'abord une ordonnance. Maintenant, vous pouvez mettre des monnaies alternatives. En attendant tout le tralala administratif qui va que le gouvernement va engager avec la France, qui est le véritable propriétaire de cette monnaie nazie. Mais sauf qu'il n'y a pas une réflexion réelle, profonde, qui est engagée du point de vue politique sur cette alternative par les dirigeants actuels, pour des raisons qui sont les leurs.
Mais ce n'est pas aussi compliqué que ça, puisque l'AS est dans cette dynamique. Maintenant, pour revenir, je ne vais pas revenir sur les affaires de Rwanda qui ressemblent aux affaires de querelles entre co-épouses, mais il y a quand même quelque chose qu'on va pouvoir découvrir en tant que journaliste. On saura de quoi il s'agit. Je vais rapidement rebondir à la première thématique. Lorsque M. Ouattara prétend qu'il faut que l'AS rentre à la CEDEAO, j'ai le sentiment que comme il est devenu un reptilien à la peau noire, il oublie les éléments historiques que Kofi a fort opportunément convoqué tout à l'heure. Ça dit que Ouattara, dans le contexte de la CEDEAO, et dans le contexte, dans le cadre de la CEDEAO et dans le contexte de la crise post-électorale, avant la crise post-électorale, c'est-à-dire l'intervention militaire de 2002 et puis la crise post-électorale de 2011, vous avez des populations ouest-africaines, particulièrement ivoiriennes, qui ont souffert dans leur chair, qui ont gardé les stigmates psychologiques, d'abord du fait de l'assassinat inutile de leurs proches, et en plus des divers embargos que la CEDEAO a imposés, pas seulement la Côte d'Ivoire, l'embargo sur les médicaments, mais surtout l'embargo sur les pays de l'AS. Et vous entendez M. Ouattara dire que ces pays doivent rentrer dans ce machin-là. Mais ils ont clairement un problème avec l'histoire, mais ça se comprend. Et vous vous souvenez que lorsque le Burkina Faso a interpellé des mercenaires, des espions, n'est-ce pas, de la DGRE française, qu'est-ce qu'on a utilisé pour assurer la médiation? C'est le Maroc. Puisque la France ne pouvait pas directement assurer une médiation directe avec les autorités burkinabées, on a utilisé comme interface le Maroc. L'affaire a été réglée. Donc la France est en train de faire la même chose avec le Larban qui est du côté d'Abidjan, c'est-à-dire, je ne peux pas parler directement avec ces gars, ils sont très nerveux. Bon, essayer de passer par des interfaces. On vous utilise, mais même lui-même ne peut pas parler de manière directe avec les dirigeants de l'AS. Il faut donc également utiliser des interfaces. Première interface qui n'a pas marché, avec le président sénégalais, ça n'a pas marché. Avec le président ghanéen, je suis sûr que ça ne marchera jamais. Donc, bref, il faut de la France qui, justement, est en train de souffrir. Je voudrais quand même vous rappeler, quand vous regardez l'actualité économique française, également du point de vue social, c'est l'inflation, tout azimut. C'est une crise énergétique, tout azimut. Pourquoi on ne prend plus l'uranium qu'on prenait gracieusement du côté de l'AS? Désormais, tout ce qu'on pillait dans cet espace économique, ça n'a pas plus du côté, ce n'est plus possible, parce qu'on a fermé le robinet. Eh bien, ça suffoque du côté de Paris. Il faut donc tout mettre en œuvre, justement, pour que tout cela, la machine puisse maintenant marcher. Et en plus, il y a un point qu'il ne faut pas oublier. Tout à l'heure, je vous ai indiqué que si l'AS rentre à la CEDEAO, d'abord, tout de suite, vous aurez un coup d'État. Vous aurez une multitude de coups d'État militaires. Et en plus, une crise, j'ai envie de dire, soulèvement populaire. Et ça va affaiblir davantage notre dynamique. Je crois qu'ils sont très bien avertis pour ne pas écouter celui-là, justement, qui s'est engagé à agresser militairement avec la complicité d'une puissance usurpatrice, un pays qu'il, M. Ouattara, appelle pays frère. Merci à vous, cher monsieur ici présent, et à vous également, monsieur Tangana. Le temps imparti, je ne pourrais pas vous dire à chacun au revoir, ou bien vous pouvez vous déclarer. Je vous dis néanmoins merci pour votre participation ce matin et votre contribution, tout avec le plaisir de vous retrouver très prochainement grâce à notamment avec la force de nature, le Dieu de nos ancêtres. Je vous souhaite à chacun un bon début de week-end, certainement saupoudré avec vos charmantes épouses qui restons dans la particularité africaine de ne pas faire comme les mondiaux ou les mondiales, pour ne pas parler des mondialistes, avec la journée qui sera célébrée demain. Merci à la technique qui nous a permis de diffuser cette émission. Liga a assuré la réalisation justement pour la circonstance. Merci également au département du digital et un clin d'œil à la direction générale de For You Media Africa. Madame, Messieurs, c'est terminé donc pour cette dernière livraison de la semaine. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Les programmes de For You Media Africa se poursuivent. Bonne journée.